Monsieur Dacosta, donc comme je disais, je vous voyais opiner sur les propos de Monsieur le maire. Donc vous représentez la Croix-Rouge française. Bon, la Croix-Rouge française est internationalement connue. On parle de mobilisation du citoyen. Pour autant, certains citoyens ne se mobilisent pas, mais peuvent avoir envie de s'engager ou n'osent pas. Comment justement est-ce qu'on engage le citoyen? Comment est-ce qu'on fait que cet engagement, par la suite, devienne une mobilisation au regard de votre expérience pratique à la Croix-Rouge française? Peut-être, avant de venir à votre question, rappelez ici que dès 2019, nous avons adopté une stratégie qu'on a baptisée Résilience 2030, avec une reformulation de notre projet associatif sur l'idée simple de renforcer la capacité d'agir et de résilience de la population. C'est, je pense, la clé de la démarche. Face à ça, je pense que la Croix-Rouge française, comme je pense beaucoup d'acteurs qui sont dans la salle, ont pris en cause un nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme, c'est celui des crises qui aujourd'hui se présentent à nous. De façon simple, ces crises sont interdépendantes. On l'a vu avec la Covid qui apparaît sur un marché et qui ensuite confine la planète entière. Évidemment, ces crises, elles s'accélèrent, et on l'a vu également avec la guerre en Ukraine, où nous avons vu la mobilisation des Français, puisque pratiquement 120 millions d'euros ont été collectés pour les citoyens ukrainiens, et que nous avons porté la Croix-Rouge française cette action-là auprès d'eux, en France, pour la Croix-Rouge française, et qu'on a vu également, au-delà de cette accélération, l'effet sur l'inflation et d'autres domaines. Et puis enfin, on a constaté, évidemment, la montée des crises invisibles. J'en donne deux. La dégradation de la biodiversité, pour une d'entre elles, mais surtout celle de l'isolement, de la santé mentale et de la fragilité de nos concitoyens. Alors ce contexte, c'est en fait une sorte de changement de paradigme sur lequel on doit, je dirais, s'armer et se repositionner. Et la plus grande richesse, je crois, des organisations tournées sur la sécurité civile, comme la Croix-Rouge, mais de façon plus globale, sur l'accompagnement et qui sont tiers de confiance vis-à-vis de la population, c'est l'engagement à la fois des volontaires, salariés et bénévoles. Et nous, à la Croix-Rouge, c'est près de 110 000 salariés, bénévoles, étudiants, qui sont potentiellement une force d'action et qui peuvent se mobiliser à tout moment. Donc, première question, c'est comment transformer une organisation pour que cette organisation se mette en mode crise et puisse demain, avec 1000 implantations locales, 700 établissements, se permettre d'accompagner des situations de crise dans les territoires. Le constat en 2 ans, c'est plus 15 000 bénévoles à la Croix-Rouge française et en particulier une forte mobilisation des moins de 30 ans. Plus de 35% des effectifs des 75 000 bénévoles ont moins de 35 ans. Et quelles sont les raisons qui peuvent finalement expliquer cette attractivité? J'en vois plusieurs. La première, c'est la quête de sens. Cette quête de sens, c'est que, évidemment, notre jeunesse est tout à fait consciente du basculement dans lequel nous entrons. Nous quittons un monde de transition vers un monde de rupture. Et face à ces ruptures, il faut savoir mobiliser la capacité d'agir. Montaigne dit « Nous sommes nés pour agir ». Et nous croyons à la Croix-Rouge française que, nous le disons pour l'institution, c'est que l'institution a cette capacité d'action et que l'action est l'acte premier qui met en route les femmes et les hommes. Cette capacité, tout simplement, à être utile dans l'action immédiatement. On le voit avec le succès des maraudes, mais on le voit également à travers notre plan de relance secours et les JO qui ont vu véritablement, parce qu'il y avait un objectif précis, près de 8000 volontaires de la Croix-Rouge venir assumer, comme d'autres milliers de volontaires des associations de sécurité civile, la réussite, ce que j'appelle les champions discrets des Jeux Olympiques. Donc il y a une force très positive. Et puis enfin, ce qui est un élément très important, c'est la diversité des activités qui permet à chacun de trouver sa place. Il fut un temps, à la Croix-Rouge, ces questions-là étaient affaires de secouristes. Aujourd'hui, tous les volontaires sont concernés, qu'ils soient dans l'action sociale, alimentaire, l'aide matérielle, la logistique, tous ces volontaires sont concernés à un titre ou à un autre. Et donc, ça passe par plusieurs leviers, un fort investissement dans la formation, dans les compétences et dans la montée des compétences. Ça passe aussi par un autre levier qui est la reconnaissance de l'engagement de ces bénévoles et aussi par la confiance que l'on peut avoir vis-à-vis de cette jeunesse et de ces moins jeunes. Mais un des atouts que la Croix-Rouge a, sans doute, c'est aussi son principe de neutralité. C'est-à-dire que lorsque des catastrophes interviennent ou lorsque des conflits arrivent, on a cette nécessité de s'intéresser à toutes les parties concernées sans parti pris aucun.
Et dans un monde de polarisation, de radicalisation, cette question-là va être aussi un sujet par rapport aux crises, quelles qu'elles soient. Et enfin, la force d'un mouvement international comme le nôtre, c'est aussi la force de son emblème. Nous avons la chance d'avoir un emblème qui est connu, qui est internationalement, avec 14 millions de volontaires dans le monde, 191 sociétés nationales, qui fait que nos crises ne s'arrêtent pas aux frontières. Elles deviennent des crises planétaires, des crises intercontinentales, voire continentales. Et ça, c'est un atout. Cet atout d'une dimension universelle d'un mouvement s'accompagne aussi par un ancrage dans les territoires, à savoir la proximité, le terrain et la réponse aux besoins. C'est-à-dire que, finalement, la capacité à mettre en route tout un écosystème interne qui fait qu'à un moment donné, la force la plus importante dans nos organisations lorsque des crises arrivent ou des catastrophes arrivent, c'est bien la capacité de la mobilisation humaine. Alors, qu'est-ce que nous avons fait aussi pour accompagner tout cela ? J'écoute avec beaucoup d'intérêt à la fois Monsieur le député et évidemment la représentante de la mairie de Paris. C'est que nous avons produit depuis maintenant 3 ans ce que nous appelons les rapports résilience sur les crises. Et il était cité notamment le sac d'urgence que la Croix-Rouge a promu au printemps dernier autour d'un rapport sur les catastrophes d'origine naturelle. Il y a tout un enjeu de sensibilisation, d'éducation, de prévention et d'anticipation. J'y reviendrai sans doute après, mais c'est un travail qui nécessite véritablement d'aller au contact des populations, de se doter de moyens qui permettent véritablement d'informer, de former et d'accompagner les citoyens. Et ce que nous constatons en particulier quand on fait une lecture des crises, c'est que l'État est dans l'incapacité de tirer les leçons des crises qui se succèdent. C'est-à-dire qu'une crise suit une autre sans que véritablement on ne co-construise ensemble une analyse de ces crises. Et c'est en cela qu'il appartient à des organisations comme les nôtres de tenir compte des rétextes pour anticiper les crises suivantes et pouvoir dialoguer avec l'ensemble des acteurs concernés par les crises, parce que c'est ça aussi qui construit une mémoire commune. Merci beaucoup. Juste, je l'annonce, monsieur le maire, vous vouliez réagir. On va ouvrir un peu le débat, parce que j'ai honteusement empêché Maud tout à l'heure de prendre 1 ou 2 questions, mais je vous laisse réagir, monsieur le maire, peut-être sur les propos qu'on vient d'entendre, sur cette notion de confiance, et puis après on prendra peut-être une question aussi de la salle, et puis peut-être compléter vos propos, monsieur Dacosta. Oui, avec plaisir, merci, parce que je vais devoir, je suis désolé, je suis un peu pris par le temps, il paraît qu'il y a un événement à l'Assemblée nationale. Bon, je vous prie de m'excuser, cela dit, quand je vois autant de monde, comme quoi c'est possible de s'écouter et s'entendre sans vociférer, comme quoi ça fait plaisir. Je referme la parenthèse. Vous dire que, évidemment, il est difficile de résumer en quelques minutes une mission qui a duré 8 mois. Mais ce sur quoi je voudrais impérativement préciser les choses, c'est-à-dire que le travail que j'ai commencé par rapport à ce que je vous avais expliqué sur l'histoire, sur mon rôle de député et sur l'avenir, c'est bien du rôle du citoyen lui-même. Parce que j'ai pu voir à travers cette mission la disparité qu'il peut y avoir, tout confondu. Quand je parle de corrélation des acteurs, nous avons un spectre. Mais vous n'avez pas forcément la même force en fonction des unités, des entités, toutes confondues, ici ou là. Il y a des endroits où ça va être très fort, sur tel et tel sujet, sur un autre endroit ça va être plus fort. Par contre, s'ils ont là aussi également un point commun, c'est le citoyen lui-même. Et pourquoi ? Non seulement, je vous le disais, il peut amener cette force au service dédié à la sécurité civile et à la protection civile et au soutien de la population, parce qu'on n'en parle pas assez à mon sens, de manière générale, pas aujourd'hui, et que ces citoyens-là, vous allez les retrouver partout. Faut-il qu'ils comprennent quel est leur rôle, comment ils peuvent s'immiscer dans un système à un moment donné sur une crise telle, quelle qu'elle soit, et également quels sont les verrous, quels sont les leviers à trouver pour qu'ils soient protégés également en cas d'intervention. Et je pense qu'il y a des sujets là-dessus. Et c'est pour ça que je vous disais, encore une fois, que je suis preneur et je suis votre homme sur ces questions-là, si toutefois je pouvais contribuer d'une manière ou d'une autre sur le citoyen qui s'engage spontanément. Pour finir, et ça sera ma conclusion après avoir répondu aux questions, c'est qu'au-delà d'amener de la force au système à travers les citoyennes et citoyens de notre pays, eh bien, le fait que les citoyennes et citoyens soient impliqués dans la prévention des risques et en matière de sécurité civile, ça permet surtout de n'oublier personne en cas de crise. Merci pour ces propos. Je vais annoncer, quelqu'un souhaite prendre la parole. Alors je vois une main se lever, je ne sais pas
Moi, j'avais la lumière dans le visage. Ah bah super, merci. Peut-être juste vous présenter, qu'on sache qui vous êtes et de quelle place vous parlez. Oui, bonjour monsieur. Je m'appelle, vous m'entendez bien? Oui. Je m'appelle David, je fais partie de la coordination nationale du mouvement des villes en transition. Vous avez peut-être entendu parler ou si vous l'avez vu dans le film Demain. Et donc je voulais faire remarquer que le citoyen, ce n'est pas une monade isolée, c'est un ensemble aussi de projets, de citoyens qui sont dans la société civile, qui sont engagés dans les projets qu'ils ont eux-mêmes construits. Donc c'est aussi une dimension collective. Et on a parlé beaucoup de sécurité, excusez-moi, c'est un peu la fatigue. Donc on a parlé de sécurité civile, mais aussi il faut penser à la société civile. C'est-à-dire ce n'est pas simplement des associations ou des citoyens sur les territoires, il y a aussi des acteurs qui ont mis en œuvre notamment la transition. On a acculturé au niveau international beaucoup d'acteurs, notamment de collectivités territoriales. C'est pour ça qu'on s'appelle ville en transition, mais il y a aussi la ville de Paris, par exemple, a fait son plan de résilience, c'est aussi lié à l'histoire de votre mouvement. Et donc je pense que si vous voulez effectivement développer des stratégies de mobilisation citoyenne, c'est important de les co-construire avec la société civile organisée, qui est extrêmement dynamique et qui est sur ces sujets, parfois depuis plus longtemps que vous, sur les questions de résilience. C'est un sujet, on a beaucoup participé à la rendre tout à fait connue dans le monde entier. Donc voilà, si la clé, c'est co-construire avec pas simplement des citoyens seuls, mais aussi avec des organisations et des mouvements et des collectifs. Voilà. C'est faire avec le citoyen, comme on le dit, mais avec les organisations de citoyens qui disposent d'une expertise d'usage. C'est un terme qu'on utilise beaucoup en mobilisation citoyenne. Monsieur Dacosta, une réaction? Oui, moi, je préfère parler de ce que j'appelle, moi, l'élan du premier kilomètre. C'est-à-dire, il me semble, et vous avez raison, que la dimension collective est importante. On l'a vu en Espagne très récemment, la mobilisation des citoyens et la gestion même de ces forces qui se mobilisent est un vrai défi ensuite qui se pose au niveau des organisations. On a la chance dans notre pays d'avoir une organisation également très structurée sur le sujet. Mais quand je parle de l'élan du premier kilomètre, c'est tout simplement l'idée que l'on reparte des besoins et que l'on reparte des acteurs qui sont au contact direct avec le terrain. Et en effet, cette dimension, elle est à la fois à personnaliser. C'est une personne et c'est un collectif. Je suis bien placé en tant que président d'une organisation qui est fondée sur la dynamique collective, d'une équipe et de cette notion-là, pour avoir conscience que la réponse de la société civile organisée, des corps intermédiaires, est juste vitale. Mais finalement, qu'est-ce que ça soulève? Ça soulève la capacité à développer une culture de l'anticipation et quelque part même de la prospective, ce que nous faisons, nous, depuis une demi-douzaine d'années à la Croix-Rouge, c'est-à-dire la nécessité de faire le pas de côté qui permet d'identifier les impensés, qui permet d'anticiper sur les risques et qui permet aux populations de réfléchir sur la place qu'elles prennent face aux crises. Et les exercices que nous menons sur les territoires, y compris, vous avez raison, avec les associations, je vais vous donner raconter ce que nous faisons actuellement sur les zones blanches. Sur les zones blanches, dans un certain nombre de territoires où il y a une absence complète d'acteurs associatifs, nous réunissons l'ensemble des acteurs associatifs pour réfléchir à la mobilité des populations et à des réponses à apporter à cette population. Et donc, moi, je dis souvent, il faut quitter le syndrome du Conseil de défense restreint, vous voyez, qui était, on a pensé la réponse à la crise par un groupe, je dirais, de spécialistes, pour ramener vers des collectifs et des personnes sur les territoires les réponses qui mobilisent les acteurs. Et la réponse en tant que telle, qu'elle soit en termes de formation, qu'elle soit en termes d'engagement ou de gestion des crises, elle dépend de cette capacité à être dans une logique de préparation, de sensibilisation, de formation. Et quelque part, ce que vous dites sur la place des collectifs, c'est de créer des tiers de confiance entre les citoyens et une manière d'agir qui permet de gérer les collectifs. Et en effet, je pense que la fragilisation du secteur associatif dans notre pays ces dernières années n'est pas un bon signe. Parce que notre pays est ce qu'il est aujourd'hui dans son modèle de protection sociale et dans son organisation, parce qu'on a une culture associative puissante. Et cette culture associative, elle a besoin d'être aussi accompagnée, renforcée, parce que c'est ça qui fait que la société civile organisée peut, à ce moment-là, structurer les réponses qui font face aux crises et aux ruptures. Monsieur le maire, je ne sais pas si ça appelle à une réaction de votre part, parce que c'est en corrélation avec ce que vous disiez, et que être à l'écoute des besoins du territoire.
En 2 mots, parce que l'essentiel a été dit, et je rejoins ce que vous disiez, Monsieur le Président, mais nous avons aussi, je disais, de forces et des faiblesses. Les faiblesses aussi de fonctionner des fois un peu trop en silo. Bon, si je dézoome en partant de Paris, et je vous disais la disparité qu'on peut avoir sur l'ensemble du territoire et les forces qui ne soient pas forcément les mêmes. Vous savez, moi, quand j'ai fini ma mission d'information, on me disait, mais tiens, fais un projet de loi, légifère, c'est mon job, j'ai pas de problème avec ça, mais en recherchant bien, mais je peux vous assurer qu'il existe déjà beaucoup de choses et que ce n'est pas la peine de légiférer encore plus. Donc ça veut dire que si des choses existent et qu'elles ne sont pas utilisées, il faut qu'on se demande pourquoi. Et si on se demande pourquoi, c'est bien souvent parce qu'il n'y a pas toujours ce travail de co-construction, comme vous le disiez, à travers les associations citoyennes ou d'autres, et que nous devons aller plus loin. Je vous parlais de travail transpartisan, j'ai aucun problème avec ça, parce que la protection et la sécurité civile concernent tout le monde, mais il faut aussi qu'on soit capable de travailler de manière transversale et pas que en silo. Un grand merci, messieurs. Alors, j'ai effectivement... oui, vous pouvez les applaudir, c'est toujours agréable.